Et au bout, il y a la mer. Parce que si l'eau douce est indispensable pour notre quotidien, elle joue un rôle clé pour les écosystèmes marins et les activités qui en découlent. Chaque goutte d'eau qui s'écoule dans nos rivières finit par rejoindre la mer en emportant avec elle nutriments et polluants. Camille Berthoud est mytiliculteur en baie de Saint-Brieuc, plus précisément au lieu-dit Jospinay. Ils ont repris, à Troyes, l'entreprise des bois en 2017. En quoi consiste le métier de mytiliculteur ? Mytiliculteur et plus particulièrement éleveur de moules de Bouchot, c'est un métier traditionnel et qui existe en France depuis fin des années 50, début des années 60, en baie de Saint-Brieuc depuis le milieu des années 60. Et ça consiste à élever une moule qui s'appelle la Mytilus edulis en latin. Donc c'est une moule dont l'origine vient de la façade atlantique. Et son élevage se fait sur des pieux de Bouchot, donc des pieux en bois plantés dans le sable en ligne, et sur la zone de balancement des marées. Donc on y accède à marée basse, et à marée haute, elles sont recouvertes par la mer, et c'est là qu'elles se nourrissent en filtrant l'eau et en captant le phytoplancton dont elles ont besoin. Les phytoplanctons sont des organismes microscopiques qui vivent en milieu aquatique. En plus d'être de la nourriture pour les êtres vivants marins comme les moules, les phytoplanctons produisent une partie de notre oxygène. Donc en gros, pour que les moules poussent, il faut qu'il y ait de l'abondance de phytoplancton. Et pour qu'il y ait l'abondance suffisante, il faut ces apports d'azote, de phosphate, de minéraux et cette photosynthèse. Ce qu'est en train d'expliquer Camille Berthoud, c'est la contribution des eaux dites continentales, par exemple les rivières, aux écosystèmes estuariens. En effet, c'est la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et les sels minéraux dissous dans l'eau, principalement l'azote et le phosphate, qui permettent aux phytoplanctons de se développer. Des apports d'eau continentale moindres peuvent ainsi se traduire par des apports en éléments nutritifs réduits, ce qui peut avoir un impact. Le manque d'eau, ça va nous apporter plus des difficultés à l'élevage et à la croissance des coquillages. Donc à la fois sur la taille, les moules vont manquer de nourriture pour grandir. Et à la fois en termes de taux de remplissage, donc c'est la chair à l'intérieur du coquillage qui manque de nourriture. Et c'est quelque chose qu'on observe vraiment de manière empirique, c'est les années sèches. Les moules ne poussent pas. Tout le monde dit elles sont petites cette année les moules, mais c'est parce qu'on n'a pas eu les bons apports au bon moment. Donc c'est un peu contradictoire quand il pleut et qu'il y a du soleil. Mais bon, c'est typiquement le temps breton. Donc nous, après la profession, notamment en baie de Saint-Brieuc, on a des discussions pour diminuer la densité de nos animaux pour justement nous adapter à ces épisodes de moindre présence de nourriture. Donc là, cette année par exemple... Quand Camille Berthoud parle de cette année, il parle de l'année 2024. Il y a eu beaucoup de pluie dans l'hiver et en fin d'hiver, tout début de printemps, jusqu'au mois de février-mars. Donc on était très optimistes, les pieux se développaient bien et c'était hyper encourageant. Et à partir du mois d'avril, il a arrêté de pleuvoir. Et vraiment, tout le monde a en tête un printemps pluvieux, froid et un mois de juillet pareil pourri. Et en fait, pas tant que ça. Il a plu, mais pas assez. C'était très peu. C'était 2 mm par-ci, 3 mm par-là. Ce que nous, on a besoin, c'est plutôt des journées de pluie régulières, pas forcément des épisodes orageux, qui peuvent être aussi compliqués parce qu'ils ont d'autres conséquences sur la gestion quantitative de l'eau. Mais des pluies régulières. Et on chante du plus mal qu'on peut pour faire venir la pluie, mais ça marche pas. Donc un épisode orageux, c'est un épisode de pluviométrie très intense, trop intense par rapport à la capacité du milieu à absorber et à faire ruisseler, et surtout à la capacité des installations humaines
de traiter les eaux usées. Les eaux pluviales, c'est les pluies qui proviennent des précipitations comme la pluie, la neige ou la grêle lorsqu'elles tombent sur le sol. Cette eau peut s'écouler sur les surfaces imperméables comme les routes et les toits et se diriger vers les égouts ou les cours d'eau. Les eaux pluviales jouent un rôle important dans le cycle de l'eau. Les eaux usées sont des eaux qui ont été contaminées par des activités humaines et qui ne peuvent plus être utilisées sans traitement. Cependant, qu'elles soient pluviales ou usées, les eaux se retrouvent bien souvent dans les mêmes tuyaux. C'est ce qu'on appelle alors des réseaux unitaires. En cas de fortes précipitations, cela peut donc conduire à une surcharge des stations d'épuration. Si mettre en place des réseaux séparatifs est une première réponse, l'enjeu réside surtout dans le fait de favoriser l'infiltration des eaux pluviales dans le sol. Il y a beaucoup d'efforts de fait sur les littoraux, notamment le bassin versant de la baie de Saint-Brieuc. Mais il reste encore à faire et on le voit très rapidement quand il y a des trop fortes précipitations sur un temps trop court. On reçoit des alertes sanitaires disant que les stations d'épuration n'ont pas été en mesure de traiter les volumes d'eau parasités par la pluie. Parce que dans certains secteurs, la séparation pluviale et eaux usées n'est pas encore faite. Et donc, dès qu'il y a des grosses pluies, ça sature et ça vient directement dans la mer. Quels sont les leviers disponibles pour les mytiliculteurs ? On a un processus de purification qui permet d'éliminer une partie importante des bactéries qui peuvent être présentes dans le système digestif des coquillages, mais jusqu'à une certaine limite quand même, où une trop grande concentration de bactéries ou de toxines microbiologiques, on ne peut pas les gérer, quoi. Nous, producteurs de moules de bouchon, on est sur un cycle de la récolte à la consommation très court. Donc c'est pour ça qu'on est très attentif à la qualité du milieu, qu'on suit régulièrement avec les REMI-REFI, c'est les réseaux d'information microbio et phytosanitaires. Parce que souvent, le temps qu'on ait le retour de nos analyses, les moules sont déjà consommés. Donc il faut qu'on soit vigilant en amont. Le REMI, réseau de contrôle microbiologique, le REFITOX, réseau de surveillance des phycotoxines dans les organismes marins, c'est-à-dire les toxines produites par le phytoplancton dans les coquillages, et le ROC, le réseau national d'observation de la contamination chimique du milieu marin, sont 3 réseaux coordonnés par l'IFREMER. Ils ont notamment pour vocation de permettre le classement des zones de production conchilicole, identifier d'éventuels problèmes et donc de permettre la prise de mesures de gestion adaptées. Donc on a besoin de quantité pour les apports, mais dans des caractéristiques qualitatives de l'eau. Donc la qualité, ça dépend vraiment de qui la regarde, parce que nous, une eau de qualité, c'est une eau assez riche en nutriments, et ça va pas être forcément l'eau que recherchent d'autres acteurs qui ont d'autres enjeux. C'est quand on est tributaire d'un milieu hyper complexe. La nature joue son rôle, les humains jouent leur rôle, l'écosystème, les espèces présentes, le biotope joue son rôle, et nous on jongle avec tout ça. Et en fait, dès que quelque chose est modifié, on peut parfois penser que ça aura des impacts positifs, mais en fait, pas forcément. Donc par exemple, on peut se dire que l'effacement d'un barrage, ça peut être positif pour notre élevage, parce que ça va créer des apports plus directs sans le phénomène de décantation qui peut avoir lieu dans les retenues, d'évaporation, du coup de diminution de la quantité d'eau. Mais ça peut avoir des effets de modification de la sédimentologie de la baie. Ça, c'est très très difficile à gérer. Contrairement à un agriculteur qui peut avoir des curseurs sur la gestion de ses cultures ou de son élevage, sur des apports ou quel type d'apport, nous, on peut rien mettre
Et c'est très positif parce que ça donne tout son caractère à la moule de Bouchot d'un produit naturel, un produit avec peu d'intervention humaine. Donc on a des leviers, mais qui sont assez limités. Qu'est-ce que l'étude HMUC peut apporter aux mytiliculteurs ? Alors l'étude HMUC, de notre point de vue, mytiliculteur, elle est très intéressante parce que c'est quelque chose qui n'avait pas encore été abordé. On était beaucoup sur la qualité, ce qui est très bien, mais la quantité, ça a son effet. Après, nous, en fait, dans cette étude, dans ce projet, on est un petit peu comme pas les spectateurs, mais c'est pas... On n'a pas la main, en fait, sur ce qui se passe à terre, sur la gestion. On va dire que on va être présent pour être vigilant sur les choses qui sont faites, mais c'est un peu difficile d'être force de proposition, parce qu'on n'a pas forcément la technicité, ou on va avoir plus, nous, nos attentes en termes qualitatifs, et on est présent pour veiller à ce que nos intérêts ne soient pas oubliés, quoi. Et que des choses ne soient pas décidées et qui puissent aller à l'encontre ou vraiment mettre en danger notre profession. Quelles sont leurs attentes dans cette étude ? Nous, nos attentes, c'est vraiment, premièrement, la qualité. Première chose, c'est essentiel parce que sans qualité de l'eau, on peut pas... Nos produits ne sont pas consommables par les humains, du coup, il n'y a aucun intérêt d'élever des moules si on ne peut pas les vendre. Pour le plaisir, peut-être, mais... Donc, la qualité est très importante, et comme on l'a dit précédemment, la qualité et la quantité jouent ensemble, notamment sur les épisodes d'orage ou de pluie trop intenses pour la gestion des installations de traitement. Et la quantité, on va être attentif sur la circulation de l'eau, d'éviter ne pas avoir davantage de retenue ou de blocage, ou de accompagner éventuellement les effacements de retenue par un suivi justement microbactériologique, parce que avec des années d'envasement dans les retenues, c'est pas forcément tout propre ce qu'il y a dans les boues, dans les vases. Nous, en fait, on a besoin d'un écosystème avec un fonctionnement, c'est bête à dire, mais sain. Pas de déséquilibre majeur. Juste, oui, que toute l'eau soit pompée, qu'il n'y ait plus rien dans les cours d'eau. Là, ce serait la catastrophe. Que tout soit ouvert par temps direct. Là, ce serait la catastrophe. Après, il y a plein d'enjeux écosystémiques, humains, d'agriculture, d'activités, de loisirs. Et du coup, nous, on s'inscrit un petit peu là-dedans, on s'adapte aux évolutions. On est vigilant sur ce qui peut nous mettre en péril aujourd'hui, demain. Ouais, l'avenir de la profession, en fait, c'est un petit peu nouveau. On a plein de choses qui sont assez anxiogènes pour la profession. Mais on a le plus beau métier du monde, alors faut pas se laisser abattre. Ce podcast a été réalisé par Swazik et Marion Bourris dans le cadre de l'étude Hydrologie, Milieu, Usage et Climat, portée par le syndicat mixte de la baie de Saint-Brieuc sous l'égide de la commission locale de l'eau de la baie de Saint-Brieuc. Tino Gély a réalisé les musiques d'intro et d'outro.